et pardon pour le retard et merci pour l'attente. Bien de les entendre. Alors, nous n'avons pas eu le plaisir d'échanger au préalable de notre rencontre. Mais ça va être spontané. Exactement, et j'adore ça, et je sais que vous aussi. Ouais. J'ai regardé quand même quelques interviews de vous, c'est-à-dire toutes celles que je trouvais sur Internet. Oh et j'ai vu... Ouais. Fatigant. Ah non, c'était passionnant. Et souvent, c'était très drôle parce que vous aimez bien rire. Voilà, j'avais un petit peu peur, j'étais très impressionnée. Je me suis dit, mais quel bonheur. Évidemment qu'il faut rire. C'est précieux. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Ah ben moi, je sais faire que ça. Alors, je vais recontextualiser. Mercedes Serra, qui ne sait faire que rire, est la présidente exécutive d'Avas Worldwide, elle est la fondatrice de BETC, maman de plusieurs enfants, 5 enfants, et engagée. Et je ne cite pas tous les prix que vous avez reçus. Enfin, voilà. En fait, l'humour mène à une carrière magnifique, le talent également, bien sûr, la compétence, la valeur travail et la détermination. Vous êtes arrivée, je crois, en France à l'âge de 6 ans. Ouais. Qu'est-ce qui, à travers votre enfance, votre parcours, a fait que vous êtes aujourd'hui celle que vous êtes? J'en sais rien, mais c'est difficile. Mais enfin, l'immigration, c'est une chance. C'est-à-dire, pour certains, ça peut être une catastrophe, parce que là je ne sais plus si c'est une chance quand ils meurent dans la Méditerranée. Mais pour moi, ça a été une chance, parce que j'étais une petite fille plutôt gâtée. En Espagne, c'était plus sympa qu'en France à l'époque. Dans les années 60, tout le monde croyait que l'Espagne c'était moins bien, mais c'était plus gai, c'était plus sympa. D'abord, les enfants, on ne les habillait pas comme des adultes. Il fallait qu'ils soient graves, sérieux. Moi, quand je suis arrivée dans les années 60 en France, j'ai trouvé que la France était dure, froide. Ah, c'est le ressenti que vous avez eu à ce moment-là. Ah ouais, rigide. Hein, les gamins étaient habillés tristes, tout le monde était triste, ils avaient froid. Il y avait moins de chauffage qu'aujourd'hui et tout ça. Donc c'était les années de Gaulle, hein, vous savez, vive la France libre. Le Québec ou la France, je ne sais plus. C'était fort, c'était intense, mais c'était grave. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'avant 68, les filles en France, elles ne mettaient pas de pantalon. Ma mère, elle portait des pantalons, elle venait de l'Espagne. Mais on me disait, tu viens d'où? Eh ben, d'un pays... il y a Franco, oui, mais c'est vrai, mais nous, on portait des pantalons. Donc, je pense que la vie est plus compliquée que les perceptions. Donc, quand je suis arrivée en France, je pense que je suis venue d'un endroit où j'étais habillée comme une poupée, tout le monde s'occupait de moi, etc. Où les gens se moquaient de moi. Ça fait beaucoup de bien. Je ne voudrais pas que tous mes enfants immigrent, mais quand même, je pense que ça construit une niaque. Moi, je voulais qu'une chose, c'est m'intégrer. Donc, je voulais parler français de toutes les petites françaises. Je voulais qu'ils arrêtent de se moquer de moi. Donc, à la seconde, je n'ai pas eu d'accent. Tout ça est venu vite parce qu'on n'avait pas le temps d'avoir un problème. Et puis, j'avais une maman qui était un petit peu triste parce que c'était pas gai quand même. C'était encore moins gai. Moi, je ne m'en rendais pas compte, mais pour elle, c'était moins gai parce qu'elle venait de la petite bourgeoisie catalane. Elle était très joliment habillée, elle arrive en France, il n'y a plus rien de ça, c'était dur, elle était tout le temps à la maison, elle n'avait pas beaucoup d'argent, c'était un peu triste pour elle. Et donc moi, je me suis dit que je n'avais pas le temps d'être triste. J'ai pris mon énergie, j'ai secoué ma maman. Votre maman, qu'est-ce qu'elle voulait pour vous? Oh, ma maman, elle est folle, elle est merveilleuse, elle voulait... Ma mère, elle est à l'envers de moi, c'est-à-dire il y a un bout de frivolité chez ma maman, elle aimait bien les belles robes, elle était super intelligente. Elle écoutait, je me souviens, on comprenait à peine le français qu'on se mettait devant les discours de Pompidou et tout, et elle disait « Ah, c'est bien, hein, c'est bien ». Ma mère, elle adorait Johnny Hallyday et Barbara, elle mélangeait tout, c'était bien, c'était pas conformiste. Ma mère n'est pas conformiste. Bon, pour moi, c'était un peu le bordel. Moi, je voulais mettre de l'ordre. Donc, elle n'arrangeait pas. En fait, le soir, elle m'appelait. Elle me dit, si on ne se dépêche pas, papa, il va gueuler parce que je n'ai pas fait la vaisselle de la journée. Est-ce qu'on peut faire un record? C'est passionnant. Faisons un record.
Mais elle était comme ça, en fait. Je pense qu'elle était faite pour autre chose que de rester à la maison. Donc moi, j'ai eu une maman espagnole qui était faite pour autre chose que de rester à la maison, qui avait une vision du monde. Moi, je faisais des études, je lui disais, voilà, j'ai choisi, je vais faire allemand première langue. Je lui disais, c'est pas vraiment raisonnable, là, ce truc-là. Ouais, laisse-moi faire. Latin, grec, quoi faire, ça va te crever. Bon, donc j'avais une maman un peu désinvolte, un peu dans le plaisir, mais finalement sacrément moderne. Et donc, c'était pas un modèle classiquement, c'est-à-dire que je voyais bien qu'elle pouvait faire plein de choses. Je voyais bien qu'elle avait une allure invraisemblable. Elle sortait dans la rue, on voyait plus qu'elle, quoi. Elle parlait. Ma mère, quand j'ai reçu ma Légion d'honneur, en gros, elle a reçu sa Légion d'honneur parce qu'elle occupait, elle avait déjà 70 ans passés, elle occupait tout l'espace. On voyait qu'elle, globalement. Moi, je marchais à côté, je mesure la même chose qu'elle. Je mesure 1m65, ma mère fait 1m65. On dirait qu'elle fait 1m80 et moins 1m20. C'est désagréable. Donc, ma maman, c'était ça. Donc, elle n'était pas carriériste, ma mère. Elle voulait qu'on aille bien. Elle me disait plutôt, mais t'es folle de bosser tout le temps comme ça. Donc, ma mère, elle n'a pas été. Elle avait une forme d'orgueil aussi. Elle disait, on n'avait pas le droit chez nous, c'est très espagnol ça, très catalan. On n'avait pas le droit de dire qu'on était fatigué. Elle me disait, tu es fatigué, tu vas te coucher, quoi, c'est facile. Le lit, c'est top. Ah bon, d'accord. Donc, j'ai pas été élevée dans un truc très conventionnel. J'avais même besoin d'ordre, un besoin comme les enfants, quoi. J'aimais bien que le sandwich, elle me le donne à l'heure du déj quand je devais partir plutôt qu'après, quoi. Mais en même temps, ça vous apprend quelque chose. Elle était pas sur des valeurs totalement de carrière et tout. Mon père était plus sensible à ça, les médailles et tout, ma mère. Quand je recevais mes médailles, elle disait « Ah, mais mes autres fils sont bien aussi hein. !» Je lui dis « Oui, mais maman, c'est mon jour. » Voilà. Vous-même, vous l'avez dit, vous avez 5 enfants. Quel rôle la transmission a dans votre vie? Qu'est-ce que vous souhaitez? C'est hyper dur la transmission. Je trouve ça hyper compliqué. Je comprends même pas ce que j'arrive à faire, honnêtement, parce que on en a 5. C'était super sympa de les faire. Ils sont nés, ils étaient magnifiques, il n'y en avait pas un qui ressemblait à l'autre. Je me suis dit, c'est magique, c'est le seul truc qui n'est pas crevant à fabriquer. Et ça sort, c'est incroyable. Donc je trouvais ça incroyable. Et après, maintenant, avec le temps, j'ai trouvé ça assez dur. Assez dur parce qu'ils font comme ils veulent, quoi. Je suis pas sûre. Moi, je suis une révoltée contre ce qu'on nous raconte en psychologie, en psychanalyse et tout. D'abord, je m'emmerde tous. Vouloir culpabiliser les parents qui font plein d'efforts, en fait. On fait que les aimer, quoi. Donc, voilà. Et ils décident chacun de leur vie et ils sont lourds à porter parce que, en fait, vous savez très bien que ce qu'ils sont compte plus que ce que vous êtes en train de leur raconter. Moi, c'est ça qui me marque. Dans les 5 enfants, ils n'ont pas les mêmes valeurs, ils n'ont pas la même structure. J'ai même des jumeaux, donc j'ai même pas eu l'impression d'élever différemment des jumeaux, ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. J'en ai un blond, un très brun, ils n'ont rien à voir. Dans le tempérament, rien. Donc je me dis que quand même, il y a quelque chose dans la naissance qui est écrit. Vous voyez dans les jumeaux, en gros, mon blond souriait toujours, mon brun gueulait toujours. 25 ans après, mon blond sourit toujours, mon brun gueule toujours. Donc je me suis sentie hyper utile. Et vous-même, Mercedes, qu'est-ce que vous découvrez de vous au fur et à mesure de votre histoire, de votre parcours, de ce que vous accomplissez, de ce que vous réalisez? Moi, ce que j'ai découvert, peut-être, c'est que, en fait, j'ai eu la chance, quand je suis arrivée sur le marché du travail, moi, j'étais hyper claire. J'étais pas d'accord. Donc, c'était hyper simple, j'étais pas d'accord. Donc, quand les gens me disaient, mais tu ne crois pas, mais ta carrière de fond, avec ta vie privée, je disais, mais c'est folle. Et les mecs, alors? En fait, j'étais contre l'inégalité.
mais tellement contre, que en gros j'avais ça dans la tête, c'est-à-dire je voulais pas d'un crétin qui ne veuille pas l'égalité, je voulais pas. Je me disais, il vaut mieux rester seul qu'avec un mec dont l'enjeu, c'est pas la carrière de sa femme, etc. Parce que je trouvais que, pourquoi c'était leur enjeu à eux? Et pourquoi personne leur disait qu'ils élevaient mal leurs enfants et qu'ils foutaient rien les autres? Pourquoi personne leur disait rien? Donc j'avais une vision de, on va pas m'embêter avec ça, quoi. Et d'ailleurs, on m'a embêté avec ça, puisque quand j'avais pas d'enfant, je travaillais beaucoup parce que j'avais pas d'enfant, la pauvre. Ça va, on peut ne pas avoir d'enfant et ne pas être la pauvre. On fait ce qu'on veut dans la vie. Quand j'en ai eu un, le premier, je l'ai eu toute seule. Ah, c'est normal. Ah ouais, quoi, c'est normal, il est bien, mon bébé. Fout la paix. Quand j'ai eu un mec qui a décidé de rester à la maison, moi j'étais contre, hein, je lui ai dit, mais moi je pense qu'il est un peu flemmard, hein, mais bon. Il a décidé de rester à la maison, soi-disant pour m'arranger, voilà, donc il est merveilleux, mais il est resté à la maison, soi-disant pour m'arranger, mais je fais toujours toute la maison, donc voilà, ça m'a beaucoup arrangé, mais quand j'ai fait ça, on m'a dit, ah oui, mais t'as un mec un peu spécial, alors quand on le voyait, on disait, mais il est quand même très masculin. Je disais, mais vous pensiez qu'il était très féminin Donc tout ça, tous ces stéréotypes, toutes ces choses-là, un peu fatigantes, j'ai eu la chance de passer, mais follement à travers. C'est-à-dire sans conscience. Sans conscience ou parce que vous l'aviez décidé? Non, je n'avais pas décidé. J'étais comme ça. Je regardais avec pitié les mecs qui ne s'occupaient pas de leurs enfants. Donc beaucoup de mecs, en gros. En gros, je trouvais ça pitoyable. Donc je me disais... Après, j'avais été élevée un peu bizarrement parce que ma maman et mon papa, qui ne sont pas de registre inégalitaire et tout, quand même, ma mère, chaque fois qu'elle voulait que quelqu'un m'aide, c'était moi. Donc j'avais quand même déduit que les garçons avaient un problème. Un certain handicap. Et ça m'est resté dans la tête, le handicap de jeune homme. J'ai du mal parfois, quand j'ai l'agence, je me retourne vers les filles et je me dis non, là c'est pas sympa. Mais c'est parce que je crois que ça va être fait. Donc un truc, et j'ai un respect, mais de dingue pour les nanas. De dingue. C'est-à-dire, je préfère les nanas. Moi j'ai pas rien, je préfère les... Quand je les vois arriver à l'agence, qu'elles ont leur liste de merdier général, là, que je sais que quand elles ont des enfants malades, c'est elles. Mais je le sais, je le vois. Donc, j'ai tellement plus d'admiration pour les gens qui font la vie, qui font tout, mais qui travaillent, mais qui n'ont pas de temps pour s'occuper d'eux si fortement que les garçons. Je pense que les garçons ont plus de temps pour eux. Beaucoup plus de temps. Et moi, je ne voudrais pas être un garçon. Parce que je trouve que tous ces ennuis de la vie, ça rend intelligent. Donc voilà, moi j'ai peur de ne pas être intelligent. L'audace, Mercedes, ça représente quoi pour vous? L'audace, c'est pas avoir peur de tout, quoi. C'est-à-dire, moi je vois les gamines arriver, elles sont toutes jeunes, elles n'ont pas d'enfants, elles vont pas en avoir pendant un certain nombre d'années. J'ai les dates, je connais leur moyenne, donc je sais quand est-ce que ça va arriver. Et elles sont déjà là à créer des problèmes. Ah oui, mais est-ce que je vais y arriver? J'en sais rien, on s'en fout. On le fait, hein, vous le disiez si bien. On le fait, puis après on aura les emmerdes. Mais... Ah oui, mais est-ce que vraiment je peux faire un enfant? Je sais pas, si tu as envie, tu le fais, c'est pas grave. Oui, mais comment je vais gérer? Je sais pas, comme eux. Je ne vais pas t'emmerder comme eux. Voilà. Donc j'avais cette chance-là d'y croire très fortement. Je vois bien que c'est dur et je pense que l'audace, c'est un des trucs magiques, d'ailleurs qu'on apprend aux garçons. Hein. Moi je pense que l'éducation, elle est profondément genrée. Faites gaffe aux petites filles et aux petits garçons, d'ailleurs, parce qu'ils sont cons. Il ne faut pas genrer comme ça. C'est genré. Mais tout est genré. J'arrive l'autre jour, j'achète un appartement pour un de mes gamins, et je vais et tout, je visite l'appartement, et c'est un couple délicieux, ils avaient une petite fille, Louise, trop jolie. Je rentre dans la chambre de Louise.
tout rose, mais tout rose, mais tout rose, mais ça dégoulinait du plafond, tout était rose. Et je me suis dit, mais pourquoi on fait ça, Louise? Mais pourquoi dans cet état? Et des êtres délicieux, normaux, modernes et tout. Pourquoi? Et je pense qu'on ne se rend pas compte, mais c'est sans arrêt ça. Sans arrêt. Vous savez, ça ne va pas, hein. Les écoles, les grandes écoles et tout, il y a moins de filles maintenant. Hein. Je pense qu'on leur dit que c'est déjà bien si elles travaillent, un petit beau job et tout, c'est bien et tout, mais il faut l'équilibre de la vie, vous voyez. Donc c'est pas la peine qu'elles aillent faire toutes ces études. Voilà, c'est pas la peine qu'elles fassent des sciences, c'est pas la peine. Ben, et on ferait. Un jour, j'avais une discussion avec le proviseur de Louis Grand, alors je m'énervais toute seule, comme d'habitude, et je lui disais, non mais attends, maths sup, maths spé, pourquoi ça bouge pas? Il y a quand même, les filles, elles ont des meilleures notes au bac, en maths. Donc pourquoi ça bouge pas? On m'a dit, c'est la faute des profs et des parents. Je comment c'est la faute des profs et des parents? Il m'a dit, ben, je vais te dire quelque chose, Mercedes. Ça fait 10 ans que je suis proviseur de Louis Grand. Vous savez que pour entrer à Louis Grand, il faut quand même que les parents insistent un peu. Donc, il y a une queue de parents, mais je n'ai pas reçu, jamais, un papa et une maman d'une fille. Je n'ai reçu que des papas et des mamans de garçons. Donc les filles, soit ça a 19,5 sur 20 en maths, et ça rentre à Louis Grand, soit il n'y a personne pour pousser. Et les filles, quand elles ont 15, elles pensent qu'elles seront moyennes. Alors que les 15 garçons, il n'y a pas de problème. Donc c'est une vision du monde. Et puis c'est du coup, on est dans un truc qui tourne, quoi. C'est-à-dire les modèles qu'on donne, quand on explique, prenez les livres de vos enfants, regardez ce qu'on leur raconte, regardez ce que deviennent les filles. Vous savez, avec Najat Vallaud-Belkacem, Dieu sait qu'elle a été décriée pour ça, c'est scandaleux que l'État ait lâché sur cet enjeu de l'éducation, de l'égalité à l'école. Pourquoi c'est important? Parce que vous n'allez pas être dans toutes les familles et vous n'allez pas changer les familles. C'est trop compliqué. Je ne vais pas aller dire à une pauvre maman, arrête de mettre du rose. Je ne peux pas, donc je n'ai pas le temps. Donc l'école, c'est super important pour dire, écoutez, vous voyez, tout est possible pour les petites filles, pour les petits garçons, etc. Et avec Najat, on avait fait une étude très précise. On avait commencé à regarder l'état des lieux, c'est-à-dire à prendre les petits garçons, les petites filles qui étaient en CE2, CE1, CE2, donc deuxième et troisième année du primaire, et on leur avait demandé de nous décrire ce que faisait leur maman et ce que faisait leur papa. On n'avait pas utilisé le mot travail, volontairement. Et on avait écouté. Et là, on avait pris une crise de désespoir, parce que, qu'est-ce qu'ils racontaient? Les petites filles et les petits garçons. Description du rôle de la maman. Maman ramasse les miettes, maman nettoie tout, maman fait la lessive, maman fait les gâteaux, maman fait les comptes, raconte les comptes. Oui, mais maman, elle n'est pas toujours là. Ils n'en parlent jamais. C'est-à-dire que beaucoup de femmes travaillent, mais les enfants disent que maman ramasse les miettes. Et papa il est devant la télé et il se repose parce qu'il travaille. Ça, c'est aujourd'hui et c'est nos enfants. Il y a un problème, quoi. On a perdu le nord, quoi. Donc évidemment qu'il faut faire plein de choses. C'est difficile parce que c'est déjà dans nos têtes. C'est-à-dire, même moi, je fais 10 fois plus de choses que mon homme. Alors on me dit, vous savez, c'est parce que tu ne l'as pas laissé faire. Ben, j'ai pas mal attendu, hein. Ça n'avait pas l'air d'être un enjeu, hein. Donc c'est vrai qu'au bout, le bordel et tout, ça m'angoissait. Puis à la fin, comme je travaillais, j'ai pris des alliés. Et les alliés, c'était des nounous. J'avais 2 nounous, c'était mes copines à moi, quoi. Parce qu'elles comprenaient ce que je racontais, quoi. C'était mieux quand ils partaient, quand ils étaient lavés, que sales. J'ai envoyé Jean-Paul chez le médecin. Tu vas t'occuper des médecins, c'est top et tout. Et après, quand il revenait, je lui disais, mais qu'est-ce qu'il a? Ah, le médecin, il est top. Oui, d'accord, tu as discuté de quoi avec le médecin? Mais je ne sais pas de quoi, mais pas de l'enfant. Donc maintenant, j'accompagne non seulement les enfants, mais même le mari, parce que sinon, je ne sais pas ce qu'il a lui non plus. Donc je trouve quand même que c'est une histoire de fou, que ça vient de loin. Vous savez pourquoi on n'utilise pas le mot travail pour les femmes? Parce qu'on ne les a jamais payées pour le travail qu'elles font.
Comme on les a jamais, on leur a pas dit que c'était du travail, comme ça permet de ne pas payer. C'est plus simple. Les femmes, elles ont été au service des hommes. Quand je dis ça, les gens me disent, mais t'es pas un peu féministe? Non, je suis pas féministe, je suis très féministe. Mais après, je suis une fille factuelle. Moi, j'adore les hommes, j'adore tout. Il n'y a aucun problème. J'ai mes 5 mecs, on sait bien que j'aime mes enfants. Je suis pas triste d'avoir eu des garçons. Je suis très contente. Tout va bien. Mais ça va pas, quoi. Ce monde, il a quand même mis la main sur les femmes. Et dans le monde entier, il y a des chiffres redoutables. On sait que les femmes, 70% du travail humain est fait par les femmes. Et qu'elles touchent 10% de la rémunération mondiale. Donc ce n'est pas les hommes qui travaillent, ce sont les femmes. Vous allez n'importe où, allez en Afrique, allez en Asie, et regardez tout le travail. Parce que les femmes, elles pensent que c'est pas possible de laisser tomber la famille, les enfants, la nourriture, la paix. Donc les femmes, elles sont fondamentales. Il faut juste maintenant qu'on rééquilibre tout ça. Il faut que les femmes apprennent des hommes. Parce que, vous voyez, moi j'aime la mixité parce que je dis aux femmes, vous ne pouvez pas arrêter là vos histoires de confiance. Là. Arrêtez, quoi, j'en peux plus. Vous voyez, je me souviens d'une femme, on était toutes les deux au conseil d'administration. Pas pour rien, il y a des quotas, ils sont obligés. Donc voilà, donc du coup j'y suis. Elle aussi. Et un jour, elle vient me voir, elle me dit, je me sens mal à l'aise, c'est vrai qu'elle n'était pas très bien traitée, c'était pas très agréable. Donc elle vient me voir, elle me dit, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que tu peux me donner des conseils? Et comme je savais qu'elle venait pour ça, j'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit, mais quel conseil je peux donner à cette fille? Et puis, c'est tout d'un coup devenu très clair, quand je l'ai vue, on déjeunait ensemble, on buvait du champagne, on se calme. D'abord, il faut boire, on l'a dit, c'est sympa, il faut fêter. Je lui ai dit, tu sais quoi? Je vais te dire, c'est hyper simple. Arrête de travailler. Tu reçois tout la veille au soir. À 8 heures, ils t'envoient les documents. Il y en a pour la nuit. Et bien, tu la passes la nuit. Et ben, tu veux, je te dis, c'était la seule. Les mecs, ils sont peinards. Hein. Donc, ils arrivent sur pleine forme, ils gueulent. Et toi, tu as travaillé. Donc, tu vas travailler moins. Ça va être très cool. Tu vas considérer que même si tu n'as pas tout lu, tu sais des choses. Que tu n'es pas obligé de te préparer comme si tu allais passer le prix Nobel, quoi. Comment ça se fait que pour les conseils d'administration, quand un mec était nommé au conseil d'administration, il y allait direct. Les filles, elles font des cours, mais elles considèrent qu'elles ne sont pas au niveau. Faut arrêter avec ça. D'ailleurs, dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, pour les aider à grimper et à oser prendre confiance en elles, on leur met du coaching en interne pour grimper. Alors, pour être honnête, moi je pense qu'il faut quand même aider. Au début, je racontais jamais ma vie privée. Quand j'ai commencé, j'étais une HEC, donc j'allais à HEC au féminin, je déprimais. Parce que les filles, elles commençaient à dire, oui, comment on va faire pour gérer le bébé? Je lui dis, vous en avez un. Là, vous le mettez dans un paquet, là, il dort, il est bien, le bébé va bien. Je pense que très vite, j'ai eu une lucidité. Par exemple, j'ai su que nous nous occupions plus de nos enfants que nos propres parents. J'ai su que nos grands-parents étaient beaucoup plus calmes que nous qui sommes folles. Hein, on veut tout gérer. Hein. J'ai fait je trouve que j'ai un métier magnifique où je passe mon temps à écouter les gens. J'ai fait des tas d'études sur les mamans d'aujourd'hui. J'ai comparé avec les mamans d'hier. Les mamans d'aujourd'hui, elles n'ont jamais été aussi chargées. Parce qu'autrefois, elles faisaient tout. Il y avait un truc qu'elles ne faisaient pas, c'est que quand les enfants allaient du côté de l'extérieur, c'était le père. L'éducation, c'était le père. Maintenant, à l'école, allez voir. Hein. Et en plus, on vous dit, vous voulez qu'ils réussissent, il vaudrait mieux calmer le job. Hein, parce que c'est vrai que pour que nos enfants réussissent, il faut que la maman s'arrête et fasse des cours après les cours. Oh ben, on a vu ça. On a vu ça. Même l'enseignement français tombe sur la tête, quoi. Et en effet, c'est les fils de profs qui intègrent. Donc c'est un métier maintenant. Tant pis, ils n'ont pas intégré les miens. C'était cool. Parce que je faisais pas ça. C'est pas possible ça. On peut pas donner cette charge aussi lourde sur les mamans. Donc il faut arriver à détendre. C'est pas facile parce qu'elles ont plein de trucs dans la tête et puis on peut pas tout perdre. On veut pas devenir comme un mec.
On ne veut pas tout perdre, c'est quand même joli que ce soit les mamans qui s'occupent des enfants malades. On ne va pas dire c'est horrible, vous occupez de votre prénom. On va dire au mec, ça serait top que tu t'en occupes aussi. Parce que quand tu demandes aux hommes qu'est-ce qu'ils font avec leurs enfants, je joue, oh ouais, top. Je l'accompagne une fois par semaine, tu sais, à l'école, oui, c'est bien, c'est bien. J'aide ma femme, non mais t'aides pas ta femme, tu fais ton job. Hein, j'aide ma femme. Et moi, il fait pareil, il me dit, comment je peux t'aider? Je ne sais plus, moi, mon vieux. Ça fait 30 ans qu'on est ensemble. Alors, je vais écrire la lettre, où est le papier? Mais le papier, je sais pas, t'as pas vu? J'ai rendu le papier depuis des années. Mais mon mec est super intelligent. Hein. Mais comment ça se fait qu'il devient aussi bête? Donc il faut qu'on bouge, il faut que les filles, on leur passe par tous les moyens, les coachs et tout, moi ça m'égale. Je suis devenue très... je critique jamais quelque chose qui est fait pour faire avancer les femmes. Je suis toujours d'accord. Parce que il faut plein de moyens. Et parfois c'est le récit, au début je disais c'est ridicule, je ne vais pas raconter des histoires. Bah oui, parfois c'est le récit des autres. Il n'y a pas de modèle, il n'y a pas d'histoire, donc il faut qu'on invente. Parfois, moi je lutte là pour que dans les grandes écoles de commerce, il y ait un cours sur les femmes. Alors on me dit, quelques conférences, oui, non, un cours. Parce qu'il y a de quoi faire un cours. Il y a de la sociologie. Hein, disons ces chiffres. Hein, 70%, 10%, disons-les ces chiffres. Racontons l'histoire des femmes. Essayons de comprendre tout ça. Et on comprend très bien ce qui se passe dans la tête des mamans et des femmes. Celles qui ne le sont pas d'ailleurs, parce que pourquoi est-ce qu'une femme sublime, c'est une maman? Moi, j'avais une jeune fille qui travaillait avec moi, elle avait décidé de ne pas être maman, je ne sais pas ce qu'il veut dans la vie. Ils lui font un article, très jolie femme, et ils disent mais comme c'est dommage, elle n'a pas d'enfant. Je dis mais vous êtes malade. De quel droit? Qu'est-ce que c'est une femme? C'est une femme. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de chemin. Il faut aider de tous les côtés et il faut prendre des choses des garçons. L'audace, la moindre inquiétude. Il y a une fille qui est géniale, il faut absolument que vous la voyiez un jour, qui s'appelle Nicole Marx, je crois, et qui était une des premières footballeuses françaises, sinon la première. Ça veut dire qu'elle, quand elle a appris le football, il n'y avait pas de footballeuse. Et en fait, pourquoi elle a fait le football? C'est parce qu'elle accompagnait son petit frère au foot. Et un jour, il a manqué un footeux. Et on l'a vu dans le coin et on l'a déguisé. Le seul problème, c'est qu'elle était super bonne. On l'a déguisée super souvent. Et elle s'est mise au foot. Et elle raconte que quand vous mettez un petit garçon sur un terrain de foot, le petit garçon, il fait ça. Et le terrain de foot, c'est tout ça. Si vous n'apprenez pas l'ambition avec ça, c'est qu'il y a un souci. C'est vachement incroyable de voir là où on met les enfants, les garçons. Les filles, vous leur apprenez la marelle. Elles vont de boîte en boîte. Il faut arrêter les boîtes pour les filles. Il faut les sortir des boîtes. Vous devenez, il faut être excessif. Parce que quand vous voulez changer quelque chose, il faut être excessif et radical. Donc plus de rose, c'est fini. Dans quelques années, on y reviendra. Pour le moment, plus de rose. Plus de bleu pour les garçons, plus de rose pour les filles. Plus de je lui offre la planche à repasser. Vous arrêtez. Plus de planche à repasser pour les filles. Vous l'offrez aux garçons de la famille et vous leur expliquez. Voilà. Puis ça, là encore. Vous exagérez la dose parce que personne que vous n'allez exagérer les autres. Les autres, ils vont les freiner. Et il faut sortir de ça. Et les garçons aussi, il faut qu'ils changent. Parce que leur audace, on adore. Leur ambition, on adore. Mais quand ils prennent la parole à toutes les sciences, sans rien savoir, dans les moyens, s'ils pouvaient étudier un peu, là, et être un peu moins crâneur, on adorerait. Il y a des émissions de télé que je ne fais plus, parce que les mecs se coupent tellement la parole que pour parler, il faut faire pareil. Et si vous faites pareil, on dit, vous êtes hystérique. Moi, on dit, la question des journalistes, c'est, tu as mangé tes associés. Tu as mangé tes... Mais j'ai rien mangé, moi. Je fais ma place. J'ai fait ma place. Moi, je n'ai pas mangé un être humain.
Donc il faut bouger des choses. Il y a des choses, vous avez bien raison d'organiser tout ça. Vous avez bien raison de parler. Vous avez bien raison de refuser ce qu'on vous raconte à droite, à gauche. Voilà, c'est pas simple. Ça se fait pas comme ça. Mais il faut bouger. Merci beaucoup, merci d'avoir.